Bienvenue au podcast JELIT, le podcast qui s'intéresse à l'entrepreneuriat des jeunes, à l'écosystème économique et au potentiel de la jeune entreprise marocaine. Nous parlerons de l'actualité de l'entrepreneuriat, des enjeux et des opportunités de la scène économique. Signature de la Confédération des jeunes entreprises marocaines, CJEM, ce podcast est co-hosté par Zineb Razmi, directrice marketing et relations publiques, et Omar Belmoussa, moi-même, fondateur et président d'honneur de la CJEM. Un épisode, une nouvelle thématique et un sujet à discuter. Bonne écoute. En fait, moi, je me suis toujours demandé pourquoi l'écosystème des startups au Maroc n'est pas aussi développé qu'ailleurs. C'est-à-dire que nous avions justement des startups qui ont fait leurs preuves, qui ont des success stories, sauf que ni le nombre, ni justement le chiffre d'affaires cumulé de ces startups ne se compare à l'autre écosystème, notamment international. Matters of fact, les startups au Maroc, ils sont classés dans le rôle 79e sur une base de 100 startups. D'après le Global Economic Startup System selon l'année 2022. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer en termes de rang? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement encourager les startups au Maroc? Et du coup, la réflexion, ça converge vers un point d'abord et avant tout, c'est que la startup est un mindset. Tout à fait. La startup, avant de parler de cette structure d'entreprise, de cette structure classique d'entreprise, il s'agit bien évidemment à mon sens, euh, d'un rêve qui se concrétise en une valeur ajoutée matérielle. Et du coup, le fait de dire que la startup, c'est un mindset avant tout, c'est littéralement la vraie définition de la startup. Au-delà de toute la partie production, toute la partie prestation de services, et au-delà des différentes fonctions support qui vont être générées, qui vont être gérées, euh, la startup, in fine, c'est une prise d'initiative avec beaucoup de prise de risque. C'est un mindset pour la simple raison que c'est penser différemment, c'est oser, c'est innover, c'est créer. Et si on fait une petite comparaison avec une entreprise classique, effectivement, lorsqu'on intègre une process ou bien une entreprise plutôt, ou bien lorsqu'on dirige une entreprise, on a des process qui sont assez clairs, quel que soit le degré de maturité de cette entreprise. Il y a des process de support, il y a des process d'activité qui sont le cœur du métier de l'entreprise, avec une certaine gouvernance, que ce soit bien gouverné ou pas, mais in fine, il y a je vais dire cette sphère globale qui régit l'entreprise. Et du coup, on voit que les process et les habitudes de l'entreprise viennent pour encadrer et cadrer leur employé, viennent pour canaliser le travail. Alors qu'ici, dans une start-up, c'est pas le cas, c'est plutôt le contraire. Ici, c'est le fondateur, j'ouvre juste une petite parenthèse, c'est bien de dire et d'avoir des labels et des noms, de dire je suis CEO, je suis co-founder. C'est très joli, c'est très flashy, c'est très sympa. Mais il y a une responsabilité derrière. Ça veut dire que c'est vous qui allez créer l'habitude de cette entreprise, de cette future entreprise. C'est vous qui allez mettre en place les différents process qui vont suivre par la suite les éventuels collaborateurs qui vont rejoindre l'aventure. C'est-à-dire, c'est vous qui allez créer l'histoire de cette entreprise. Et lorsqu'on parle de start-up, comme son nom l'indique, c'est vous allez créer le point de départ. Et avant de créer ce point de départ, il faut penser à ce point de départ, rêver et s'attacher à ce rêve. Euh, et surtout, oser pour atteindre ce que vous avez rêvé un jour. Un autre sujet
qui aussi peut contribuer ou non au développement des startups, c'est plutôt l'écosystème, c'est l'infrastructure. Si je compare un peu le modèle marocain au modèle qui ont fait leurs preuves, au modèle justement qui sont précurseurs sur le sujet, notamment celui de la Chine et des États-Unis, lorsqu'on voit un hub de start-up, ce n'est pas forcément un bâtiment qui est isolé de tout l'écosystème économique, mais avant justement même de créer ce hub de start-up, ça va être plutôt une infrastructure qui va accompagner ce hub, notamment des universités autour de ce hub, notamment des laboratoires de recherche et développement, notamment une infrastructure routière pour accueillir justement ces startups et faciliter l'accès à ces startups. Donc, leur modèle, c'est de carrément transformer des terrains, transformer des très grandes superficies en carrément une ville start-up, c'est-à-dire que le start-upper n'aura pas besoin de faire le chemin, je dis n'importe quoi, le chemin de parcourir des kilomètres pour aller en fait à la rencontre des entreprises ou enfin des demandeurs de son service ou de son produit, mais justement on lui crée tout l'écosystème qui va accompagner son lancement, qui va accompagner le développement de sa start-up. Donc c'est très important et de préparer l'infrastructure et aussi de préparer les futurs start-upers en termes de culture. Et la culture, ça vient en grande partie de deux sources, à mon sens. Il y a l'école et il y a la société civile. L'école, selon mon humble avis, elle prépare au salariat aujourd'hui. C'est-à-dire que le système éducatif, en tout cas je parle plutôt de la majorité du parcours du parcours scolaire tel qu'il est conçu ici au Maroc. C'est vrai qu'il y en a des universités qui feront l'exception, mais je dis que l'école prépare au salariat, c'est-à-dire prépare au conformisme, prépare justement au confort social, elle prépare au confort intellectuel, c'est-à-dire que l'on se forme pour occuper un rôle, occuper une responsabilité. Donc déjà, il y a tout d'abord la notion de spécialité, c'est-à-dire on est sur un domaine, on va forcément travailler sur ce domaine. Peut-être qu'on va faire un autre choix de carrière. On en a parlé sur un autre épisode. Si vous voulez y revenir, c'est plutôt réussir son projet professionnel. Mais l'école, le modèle de l'école et du monde académique marocain, il prépare plutôt au salariat. Donc, à être spécialisé dans un domaine, à avoir les soft skills qui sont reliés à ce domaine, faire ses stages dans ce domaine même. Donc, vraiment, c'est un modèle qui n'encourage pas à creuser les autres aspects, notamment si par exemple on est de formation technique, à creuser les deux autres aspects de l'entreprise, à savoir gérer les ressources humaines, gérer la partie financière, la partie comptable, gérer la relation fournisseur ou d'autres aspects. Donc pour moi l'école, ça doit se restructurer, d'où l'importance de programmes tels que la junior entreprise qui va qui va en fait émanciper l'aspect entrepreneurial chez justement les étudiants. Et du coup, ces programmes-là, ça ne doit pas être justement un surplus au parcours académique. Moi, j'encouragerais même qu'ils soient inclus dans un parcours académique. Idéalement, permettre aussi une année de césure, ça permet aussi de découvrir des choses hors ce qu'on apprend à l'école ou surtout à l'université ou à l'école supérieure. Et puis, il y a le sujet de la société. Notre société, ça encourage le confort social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'attend à ce qu'à un certain âge, la personne doit avoir un statut social, doit avoir un revenu défini, doit avoir des assets, c'est-à-dire de l'immobilier, avoir une voiture. Donc, la façon dont on justement encourage on va dire le citoyen idéal, en tout cas chez la plupart des gens et surtout chez la génération des parents, c'est de promouvoir ce confort social, c'est de promouvoir le statut de salariat. Donc, quelqu'un qui va en fait on va dire tout plaquer, un diplôme, plaquer un certain confort social, un certain niveau de vie pour se lancer dans la start-up. Son premier frein, ça peut être ses parents. Son premier frein, ça peut être son petit entourage en lui disant mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu touches aujourd'hui, avec ce que tu es en train de faire. Donc le premier justement
frein à ce mindset de start-up, c'est plutôt l'écosystème, euh, c'est plus l'environnement social auquel nous sommes confrontés et c'est aussi l'école dans laquelle nous sommes formés. Moi, j'ai un avis assez différent et pour être transparent, aujourd'hui, si je vais un peu parler de ce qui se passe dans les rangées de l'école ou bien dans la société de façon globale, la société civile, euh, je ne vais pas dire que ça prépare à 100% au conformisme, mais à mon sens on est plus dans cette perspective de recherche et de valorisation de la compétence. Ça peut être intéressant, d'une part, mais aujourd'hui, si on voit tous les programmes académiques, bon, pour ne pas généraliser, mais on va dire la majorité des programmes académiques ou encore notre culture sociale, ce qui est valorisé et favorisé, c'est vraiment l'expertise et la compétence. Alors que on ne voit pas des programmes qui encouragent l'innovation. On ne voit pas des programmes qui encouragent l'aspect du courage, l'aspect de prise d'initiative, l'aspect de prise de risque. Rester dans sa zone de confort, tout en excellant, tout en ayant cette expertise euh, tout en ayant je vais dire, une base solide qui va gérer et qui va plutôt couvrir ce risque. Pour nous, c'est une sorte d'assurance. Et à mon sens, c'est le manque à gagner aujourd'hui. Si aujourd'hui on veut vraiment améliorer les choses et développer davantage la scène entrepreneuriale d'une part, la scène de l'éducation d'autre part, et aussi ce lien entre l'entreprise et l'université, c'est vraiment de créer des assets qui vont vraiment euh, développer davantage cette prise d'initiative, développer davantage des programmes, mais cette fois-ci qui ne vont pas favoriser la compétence en soi. La compétence n'est qu'un outil pour atteindre un bien-être, n'est qu'un outil pour atteindre un objectif fixé par la suite. Mais l'idée, c'est vraiment de favoriser la création de valeur en soi. C'est la finalité. Le moyen, en moyennant soit une expertise, en moyennant soit une, 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 pas nécessairement une expertise, mais au-delà de l'expertise, moyennant un retour d'expérience, moyennant euh, des moyens financiers. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller droit au but vers une création de valeur euh, tout en se distinguant. Et c'est ici l'esprit de start-upper qui vient pour étinceler et dire qu'aujourd'hui, c'est un mindset pour le changement, pour l'amélioration et pour le mieux faire. Et c'est vraiment le point de déclic qui va transformer l'entreprise de demain et qui va être à mon sens, une vraie solution de l'insertion professionnelle des jeunes, d'une part, une vraie solution et une solution surtout efficace pour le développement de la jeunesse marocaine et surtout du tissu économique au Maroc. Aujourd'hui, si on voit que notre tissu économique, il est développé principalement avec une grande assise de TPE et PME. Aujourd'hui, ces TPE et PME, en connaissance de cause, ont besoin d'un vrai boost, mais pas un boost en termes de fonds d'investissement ou bien en termes de loi. Effectivement, ce sont des choses qui ce sont je vais dire, des contraintes qui résident dans tous les pays, dans toutes les nations. Des contraintes législatives ou bien des contraintes de financement. Sauf qu'aujourd'hui, le vrai boost qu'on pourrait donner à notre tissu, c'est vraiment souffler une vraie âme de jeunesse et surtout d'innovation et de créativité qui va, qui va, qui va définir une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de créer de la valeur
et de faire des prestations de services et créer des produits. Un autre aspect qui favorise en fait le mindset déjà de start-upper, c'est pour moi l'ambition. L'ambition, c'est à mon avis la première valeur qui distingue un start-upper d'un non-start-upper. Et déjà, je profite de l'occasion pour ouvrir la petite parenthèse et faire la distinction entre une start-up et une petite, moyenne ou très petite entreprise. En fait, la start-up, déjà la première chose qui la distingue, c'est l'innovation. Et à travers cette innovation, on est capable de créer une valeur, c'est de pouvoir créer en continuité la valeur. Par contre, une petite entreprise n'est pas forcément une créatrice, on va dire, n'est pas forcément dans l'aspect d'innovation, c'est-à-dire de création de nouvelles idées, de développement d'idées, de la recherche de méthodes disruptives. Parfois, ça ne nécessite pas beaucoup de fonds. Ça peut être avec des sujets, enfin, ça peut être frugal, avec les moyens de bord. Mais l'innovation, c'est ce qui différencie, par exemple, un épicier de quelqu'un qui crée une application pour la vente en ligne de produits. Parce qu'un épicier, ses entrées sont maîtrisées, ses sorties sont maîtrisées. Il ne va pas créer de... C'est vrai qu'il crée de la valeur ajoutée, mais il ne va pas en fait innover dans sa chaîne de vente. Par contre, quelqu'un qui va créer cette application de vente et d'achat en ligne et de produits, il va innover en termes de prix, il va innover en termes de chaîne de création de valeur, de chaîne logistique, chercher justement toujours la satisfaction client, comment augmenter le délai de livraison. Et ça, ce qui différencie un simple épicier d'un start-upper dans le même domaine, un épicier en ligne. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la différence entre le premier et le deuxième, c'est que le deuxième est ambitieux, il veut toujours chercher comment mieux créer de la valeur, comment mieux vendre, rapprocher de manière la plus optimale son client et bien sûr, in fine, c'est augmenter ses ventes. Le premier bien évidemment, pourra aussi chercher à augmenter ses ventes, sauf qu'il n'essaie pas d'innover en termes de méthode, il n'essaie pas d'innover en termes de marketing, en termes de solutions pour justement augmenter ses ventes. Donc, un start-upper, c'est quelqu'un qui est ambitieux. Et qui dit ambitieux, c'est-à-dire, il n'y a pas en fait, Ce euh, frein. il y a pas le frein. Oui, alors le frein, ça existe. Les freins, c'est partout. Mais je dirais, c'est plus qu'il n'est pas en fait bercé en or et c'est pas quelqu'un en fait à qui on va accorder on va dire, des avantages. C'est lui qui doit chercher comment créer ces avantages pour lui. Et c'est ce qui fait qu'un start-upper doit avoir vraiment les reins solides. Parce que euh, être un start-upper, ça veut dire entendre des non, c'est-à-dire être face à des gens qui ne croient pas à notre concept, être face à des gens qui sont old school, qui ont toujours travaillé euh, avec leurs propres partenaires qui ont leur façon de faire. Donc, c'est vraiment être dans justement un écosystème qui a ses façons de faire. Et puis, voilà, créer de la valeur et convaincre l'existant de notre valeur ajoutée autant que start-upper. Donc, pour moi, la valeur qui distingue un start-upper d'une personne qui simplement est entrepreneur, c'est plutôt l'ambition et la persévérance pour y arriver. J'ajoute à l'ambition et à la persévérance, euh, à mon sens, un critère qui est crucial et primordial pour la réussite d'une startup et surtout pour concrétiser ce mindset. Euh, J'ajouterai à ceci, pour constituer un vrai trio, c'est cette confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, euh, pour une startup qui vient de commencer, pour un porteur de projet, euh, il est son premier avocat, c'est-à-dire c'est lui qui défend le plus son projet. Et c'est lui il n'y a pas un meilleur ambassadeur que lui.
sur son projet. Et du coup, s'il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance à son projet, s'il n'a pas confiance à la réussite du projet, comment il veut qu'un client, comment il veut concurrencer une scène qui est déjà introduite, comment il veut créer sa place, comment il va concrétiser son rêve, comment il va réussir ses objectifs techniques, comment il va réussir son montage financier, comment il va réussir à avoir de plus en plus de fonds d'investissement, comment il va réussir à réussir sa startup in fine. Et la confiance en soi, c'est un élément qui est hyper important parce que l'on veuille ou pas, lorsque la personne n'a pas confiance en elle, c'est apparent dans le livrable, c'est apparent dans la présentation, c'est apparent dans les différents échanges et c'est apparent aussi dans la posture de ce start-upper. Euh, c'est bien d'avoir le meilleur pitch commercial, c'est bien d'avoir le meilleur modèle, c'est bien d'avoir le meilleur business model, c'est bien d'avoir une idée qui est très innovante, c'est bien d'avoir cette ambition qui est très ardente, de persévérer. Mais si on n'a pas un rêve et on est vraiment attaché et on persévère avec une vraie confiance en soi, en disant que on va réussir, parce que, parce que persévérer sans avoir cette confiance, c'est comme si on sait qu'on est dans l'échec et on continue toujours à couler de l'eau. Mais l'objectif, c'est que non, je sais où je vais, je sais qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais, à quoi je m'attends. Effectivement, il y a toujours des intempéries, il y a toujours des imprévus. C'est la vie d'une start-up et la vie d'entreprise et la vie professionnelle. C'est une vraie aventure avec plusieurs impasses, avec plusieurs... En fait, c'est un vrai parcours de jeu où il y a des hauts et des bas, il y a plusieurs intempéries, comme j'ai dit. Mais lorsqu'on sait le point d'arrivée et on y tient vraiment, je pense qu'on gagne vraiment ce mindset de start-up et on est prêt pour lancer notre projet. C'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à partager avec nous vos commentaires, feedbacks et propositions de thématiques à discuter. Vous trouverez également les épisodes de JE Lead sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt!